VOA Afrique. Bonjour à tous, merci de regarder VOA Afrique. Bienvenue, c'est votre santé, votre avenir. Votre santé, votre avenir, c'est votre rendez-vous hebdomadaire consacré à la santé et au bien-être. Cette semaine, nous nous intéressons aux camionneurs, une communauté à risque dans la transmission et la propagation du VIH-Sida. D'où la nécessité de les inciter à adopter un comportement plus responsable et donc moins dangereux. Ils sillonnent un peu partout la République démocratique du Congo et vont même parfois en dehors du pays et sont promptes à camper ou à passer la nuit là où le chemin les mène. Cette catégorie de travailleurs mobiles fait partie des groupes professionnels les plus exposés au VIH-Sida dans la société. En effet, certains groupes dans la société, comme ceux des camionneurs, des pêcheurs, des travailleuses du sexe, des militaires et des policiers, sont classés parmi les groupes vulnérables. Et cette vulnérabilité tient du fait qu'ils se retrouvent très souvent dans une situation de célibat géographique du fait de leur mobilité. Pendant leur déplacement, certains ont l'occasion d'avoir de multiples partenaires sexuels, ce qui est en soi un comportement à risque et contribue à la transmission de la pandémie du VIH-Sida et d'autres infections sexuellement transmissibles comme la syphilis, la chlamydia ou la gonorrhée. L'Organisation mondiale de la santé estime à 16% la prévalence du VIH-Sida chez les chauffeurs de camions et les transporteurs de longue distance. Mumbere Moulala est chauffeur de camion. Il habite dans la province de Bukavu, dans la ville de Beni, en République démocratique du Congo. Il s'est confié à Votre santé, votre avenir et nous parle de sa vie depuis qu'il a contracté le virus. Je suis Mumbere Moulala. Je suis âgé de 30 ans, marié. Je suis chauffeur de l'axe routier Dounia, Beni et Goma. À un certain moment, je tombais malade, c'était à Goma, je me souviens. Et au lit de l'hôpital, il fallait quelqu'un qui va me garder. Et là, on a fait l'appel à ma femme. Elle est venue et j'avais un problème qu'il faut qu'on m'augmente un peu de sang. Et ma femme est venue après tête, c'est-à-dire on a trouvé que j'ai été affecté. Et on a informé ma femme a paniqué. Elle est tombée par une crise. Et après les soins, on m'a aussi informé, j'ai paniqué bien sûr. Je n'ai pas pu supporter, c'était trop dur, surtout que vous savez, ici en RDC, c'est une maladie de honte. Mais subitement, j'ai compris que avec le temps, je dois me comprendre, je dois m'accepter tel que je suis. Et voilà, je suis en train de vivre dans ma carrière, je suis très à l'aise et j'essaie un peu de répondre à quelques besoins de mes enfants. Pourquoi les camionneurs ont de multiples partenaires sexuels quand ils voyagent? L'état de la route de notre pays, surtout au Nord Kivu, l'insécurité. Les tronçons que vous pouvez faire une journée de 200 km, vous arrivez à faire 2 semaines. Les nuits de poules, l'insécurité, les cambriolages, les pillages, consorts, et vous êtes habitué à une femme, vous êtes marié. Vous devez faire combien? Une semaine en route seul? Non, vous devez chercher quelqu'un qui doit vous occuper. Voilà un peu de tentation. Effectivement, c'est le temps de la route de l'insécurité au Nord Kivu. Et comment les autorités sanitaires peuvent aider les personnes au même statut que vous à pouvoir lutter contre les VIH? Rendre d'abord la sensibilisation effective, sincère aussi bien sûr, mais aussi rapprocher aux concernés, mais aussi prendre en charge les malades, peut-être en termes de médicaments, en termes de conseils, mais aussi des aliments qui peuvent fortifier parce que nous sommes épuisés. Vous savez, cette maladie, ça casse trop les corps. Un groupe de travailleurs donc très vulnérable du fait de son mode de vie. Mais cette communauté n'est pas la seule concernée par le VIH-Sida. Après de longues heures, voire même des jours sur la route, où ils rencontrent parfois plusieurs partenaires sexuels, ils finissent souvent par rentrer chez eux, étant souvent mariés. Ils ne prennent pas toujours la peine de se faire dépister et finissent par propager la maladie au sein de leur foyer. Les conséquences de propagation du VIH-Sida n'est pas uniquement une affaire de famille, c'est une affaire de santé publique. Une famille affligée par la maladie ne peut pas autant contribuer au développement de sa communauté et de son pays qu'une famille saine. C'est l'une des raisons qui pousse le gouvernement à s'impliquer dans la lutte contre la propagation du VIH-Sida. Votre santé, votre avenir a contacté le Programme national de lutte contre le sida, le PNLS.
Le docteur Kapen Liévin nous explique ce que fait le gouvernement congolais à travers ce programme. Le docteur Kapen Liévin est secrétaire exécutif du programme. On l'a rencontré à Lubumbashi. Il y a d'abord leur sensibilisation dans un premier lieu pour qu'ils soient au courant de l'épidémie et des moyens de lutte contre le sida. Ensuite, disons que nous avons prévu, il y a déjà quelques centres déjà installés, ce que nous appelons les centres de bien-être, où ils peuvent sur le trajet s'arrêter et pouvoir se retrouver pour se récréer. Et donc c'est l'occasion pour nous de faire la sensibilisation et aussi mettre à leur disposition les quelques moyens de lutte. Donc au-delà des stratégies qui tiennent compte de la parole, mais il y a aussi l'utilisation des préservatifs. Donc nous pouvons mettre les préservatifs à leur niveau. Voilà donc ce que fait le gouvernement à travers ses programmes et ses partenaires de la société civile. Mais la grande responsabilité reste évidemment celle des personnes susceptibles d'attraper cette maladie. Le rôle du gouvernement étant uniquement celui d'informer, de sensibiliser et de soigner. Raison pour laquelle il vous faut vraiment adopter un comportement responsable qui consiste à porter un préservatif lors des rapports sexuels ou vous faire dépister régulièrement. Place maintenant à la question des téléspectateurs sur Facebook, une rubrique qui vous donne l'opportunité de poser des questions sur la santé et d'avoir une réponse d'un expert. Cette semaine, la question choisie est celle de Tierno Omar depuis Conakry. Tierno qui dit « Quand quelqu'un est victime d'AVC, j'aimerais savoir quels sont les premiers soins à prodiguer aux victimes avant l'arrivée des secours. » Et Dr Armand Guincap va répondre à sa question. La première chose est d'apprécier le niveau de conscience de cette personne. Si cette personne a fait un AVC grave, il faut surtout mettre cette personne en position latérale de sécurité. C'est une position qui permet à la personne d'éviter de s'asphyxier si par exemple elle vomit ou d'inhaler des sécrétions inappropriées qu'elle pouvait régurgiter si elle est notamment mise en position couchée sur le dos. Il faut donc mettre cette position en position latérale de sécurité. C'est une position tout simplement qui consiste à mettre la personne sur le côté. Dans un deuxième temps, si la personne a fait plutôt un AVC minime et n'a qu'une faiblesse corporelle, une paralysie, par exemple d'un membre, et garde toute sa conscience, il faut mettre cette personne dans la position la plus confortable possible, qui est une position assise ou demi-assise. Et dans un deuxième temps, il faut surtout éviter de donner à boire ou à manger à cette personne. À présent, c'est à vous que nous tendons le micro. Cette semaine, nous étions curieux de savoir si vous croyez à la médecine traditionnelle. Voici quelques-unes de vos réponses. Parce que beaucoup de médecins traditionnels n'ont pas étudié, ils n'ont pas l'expertise de leurs produits, leurs médicaments. Et puis, il y a beaucoup de médecins là qui tâtonnent un peu. Vous savez que la médecine traditionnelle, c'est la médecine dont nos aïeux ont utilisé. Mais parfois, comme il y a la médecine moderne sur le terrain, on essaye d'ignorer la médecine traditionnelle. Or, la médecine traditionnelle guérit parfois, même s'il s'agit d'un certain désavantage concernant, selon ce qu'on dit, les dosages. Mais nous croyons qu'elle a quand même un système, un mécanisme de guérison. Le produit qu'ils utilisent d'abord, ce n'est pas scientifiquement prouvé. Il n'y a pas de test préalable qu'on fait pour prouver ces activités-là. Le mécanisme d'action, les essais cliniques n'ont pas été faits. Donc. Alors Mamadou, toi tu crois à la médecine traditionnelle ? Oui, Rosine, je crois à la médecine traditionnelle. Je pense que nous, en Afrique, nous avons une expérience, une très longue expérience d'ailleurs, dans le traitement des maladies avec les plantes. C'est pour cela d'ailleurs que cet aspect de la médecine traditionnelle, qu'on appelle la phytothérapie, qui consiste à soigner les maladies avec les plantes, nous avons d'ailleurs beaucoup à apprendre à ceux qui pratiquent la médecine moderne. Mais il y a un aspect de la médecine traditionnelle, la métaphysique, qui consiste parfois à invoquer les esprits et tout ça. Je pense que là, ça peut faire débat et parfois, je n'y crois pas toujours. Bon, je crois aussi à la médecine traditionnelle et maintenant, ce qui est des esprits, là, c'est un autre débat comme tu l'as dit. Alors, c'est ici que prend fin cette édition de Votre Santé, Votre Avenir. Pour plus de précisions sur les questions VIH/SIDA ou autres sujets santé, connectez-vous sur voafrique.com. Vous aussi, vous pouvez nous envoyer vos questions sur la page Facebook de VOA Afrique.
Merci de votre fidélité. Au revoir.